Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus encore nombreux pour cette nouvelle conférence. On est ravis de vous recevoir sur ces différents événements qui sont du coup en ligne pour l'instant, mais qui reprendront à la rentrée en présentiel. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'était pas encore arrivé, mais nous aurons, et puis vous l'avez certainement vu dans le mail que j'ai envoyé à tout le monde, deux types d'événements à partir de la rentrée. Donc, quand je dis la rentrée, c'est basé sur le calendrier scolaire, donc septembre-octobre, pardon. Il y aura deux événements en présentiel par mois, donc dans les locaux de l'école de guerre économique dans le 7e à Paris, et un événement en ligne par mois aussi, ce qui permettra d'avoir trois événements et d'assurer à chacun, que vous soyez sur Paris, ailleurs en France ou à l'étranger, de pouvoir continuer à suivre les différentes interventions et les conférences. Et certaines en présentiel seront enregistrées ou non. Tout dépendra de la sensibilité du sujet traité. Ce soir, du coup, on accueille Laurent Hello qui vient pour la troisième fois faire une conférence. Donc, il est venu l'année dernière, il y a 2 ans, euh, pour nous apporter ses éclairages. Ce soir, on va parler d'un sujet qui n'est pas nouveau, contrairement à ce qu'on peut le penser, mais qui est d'actualité en tout cas, qui est le sujet du Zero Trust. Si vous avez des questions tout au long de la conférence, n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme d'habitude. On les posera à Laurent à la fin. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente conférence. Laurent, je te laisse la parole. Et ton écran doit être partagé. Et on est tout bon. Super. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Laurent Hello. Ça fait un petit moment que je travaille dans la cybersécurité. Et aujourd'hui, disons que j'ai un focus sur ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire la conscientisation, j'aime bien le mot, plutôt prise de conscience. Il y avait un mot qui existait et qui fait très chic, alors du coup, je l'utilise parce que je pense qu'il y a encore un vrai besoin de sensibiliser différents publics, différentes audiences à nos problématiques. À travers potentiellement ce que j'appelle des doctrines, c'est-à-dire que une doctrine, c'est, en tout cas je le vois comme le principe de base sur lesquels on va appuyer une stratégie et des plans d'action. Et puis la prospective, effectivement, tu disais Zero Trust, on en parle beaucoup en ce moment. J'ai commencé à en parler il y a assez longtemps parce que voilà, ça fait partie de mon travail. Pour rentrer dans le vif du sujet, Zero Trust, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on réfléchit à comment on fonctionne globalement aujourd'hui sur Internet, on est dans le fameux mode Trust but Verify. C'est-à-dire que concrètement, on a confiance, mais on vérifie. Regardez, quand on reçoit un fichier, on récupère le fichier et puis on va le scanner si on a la chance d'avoir un antivirus, où qu'il soit, et après on va le laisser rentrer. Typiquement, c'est la même chose lorsque vous allez sur votre site bancaire, vous vous connectez sur votre site. Ensuite, vous donnez vos identifiants et à partir de là, vous rentrez. Le principe, c'est de dire que cette vision, cette démarche, elle n'est plus du tout tenable, elle va être de moins en moins facile à tenir dans les années qui viennent. Et qu'il faut, et moi je suis convaincu que justement, et c'est lié, on va en parler un petit moment, lié à la transformation numérique, on est obligé de changer de paradigme pour conserver le contrôle, pour conserver la visibilité et pour aller plus loin. Et donc, on passe dans un mode qui est Never Trust, Verify All. Alors, on en parlait avec un clin d'œil dans l'introduction. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe physiquement. Quand on rencontre des gens aujourd'hui, par définition, on part du principe qu'ils sont infectés, entre guillemets, ou potentiellement porteurs sains. Et donc, on a des gestes barrières qui font qu'on va éviter la contamination. Donc là, c'est un peu la même chose. Le principe, ça va être de dire on considère tout comme hostile, mais tout. Et donc, on va mettre en place des technologies, des processus, comme d'habitude, l'aspect humain, pour faire en sorte que
qu'on puisse travailler d'une manière différente, mais avec ce concept Zero Trust qui finalement, même si son nom est trompeur, voilà, va apporter la confiance dont on a besoin dans la transformation numérique. J'aime toujours faire un petit retour en arrière, mais ça ne va pas être très long, parce que le monde d'avant, parce qu'avant on disait le monde d'avant, maintenant on est obligé de dire le monde d'avant-avant. Le monde d'avant-avant, bah voilà, quand on avait Internet, entre guillemets, vous voyez, en 69, mais oui, il y en a quelques-uns qui étaient nés à l'époque, qui n'étaient peut-être pas connectés, puisque, vous voyez, sur ce genre de réseau, forcément, on sait exactement qui est connecté et quand, et que, vous voyez, en 97, on constatait que Internet reliait plus de 80 millions d'utilisateurs, c'était formidable, et on imaginait mal ce qui allait venir. Moi, je me souviens très bien, en 98, à l'époque, je travaillais dans une grande compagnie d'informatique, comme on disait. On avait fait un sondage très, très, très large sur des dirigeants français, dirigeants d'entreprise, et le constat était à 86%, 87%. Internet, ça ne sert à rien, c'est juste une mode. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît, notamment à travers ces fameux cycles. Alors là, on a les cycles de Kondratiev, que vous avez probablement déjà vus, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder que sur la plupart de ceux que j'ai pu trouver, à partir de 2020, ça devient assez flou. Regardez par exemple, là, c'est les cycles de Schumpeter. Pareil, à partir de 2020, c'est pas simple. Il n'est pas évident de dire ce qui se passe après informatique, Internet et télécom. Alors, j'ai peut-être mal cherché, hein, il y a peut-être maintenant des choses qui vont plus loin, mais je me souviens d'une conférence du futurologue Michio Kaku, qui est donc Michio Kaku, c'est K-A-K-U, qui est assez passionnant comme monsieur, et qui disait il est assez difficile de prévoir ce qui va se passer à partir de 2025, parce que là, c'est plus forcément nous qui allons avoir la main, ce sera l'intelligence artificielle. Bon, au-delà du fait que ça fait un peu flipper, c'est peut-être pour ça. Et puis là, vous voyez, on parle de vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et nous, au quotidien, on entend parler de la vague 2 là aussi. Donc, est-ce que ça va avoir des retentissements là-dessus? J'en sais rien. J'ai cherché assez longtemps une définition de la transformation numérique qui me plaise. Alors voilà, elle me plaît à moi. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? Que la transformation numérique, c'est une refonte fondamentale de la matière dont une organisation utilise, comme d'habitude, la technologie, les personnes et les processus pour changer radicalement les performances de l'entreprise. C'est ma préférée. Voilà. Notez au passage que si vous voulez briller dans les dîners mondains, pour transformation digitale, pour dire DX, c'est l'abréviation autorisée. Il y a une autre personne qui s'appelle Don Hinchcliffe, je vous engage aussi à regarder ce que ce monsieur fait, et qui avait posé cette notion de plateforme il y a déjà un certain temps, on va retrouver voilà, la première plateforme. Alors, certains d'entre nous, en tout cas, moi, j'ai commencé sur la première plateforme avec des mainframes, avec des mini-computers et les tout premiers PC qui commençaient à arriver. Là, on est clairement au niveau de la troisième plateforme, Web, Social, Mobility, Big Data. Et c'est intéressant aussi de se poser la question, qu'est-ce qui pourrait venir derrière? Donc, lui, il pose le concept d'ambient computing. Bon, voilà, on achète, on n'achète pas, mais moi, personnellement, j'aime bien. Et donc, l'idée, c'est de potentiellement se préparer, parce que là, aujourd'hui, on est sur la troisième plateforme et on a du mal à avoir une visibilité de ce qu'on est en train de faire, de la visibilité d'un système d'information. Imaginez à la quatrième plateforme. La première plateforme, lorsqu'on vous demandait quel est votre système d'information, on prenait un paperboard, on faisait un dessin, et en 3 minutes, des fois en 20 secondes, c'était fini. Aujourd'hui, c'est la vraie problématique, c'est qu'il est extrêmement difficile. C'est un exercice extrêmement difficile. Et ça ne va pas aller mieux. Donc, la transformation digitale, en fait, elle s'est bâtie clairement sur ces 4 grandes tendances, social, mobile, cloud et IoT. Social, parce qu'aujourd'hui, que ce soit interne, externe, tout l'écosystème est connecté. La partie mobile, parce qu'en fait, les utilisateurs, les appareils, applications de données, maintenant, tout est sorti de l'entreprise. Et là, en plus, on a bien vu avec le télétravail,
ça pousse encore là-dessus. Le cloud, l'IoT, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça génère une montagne d'informations qui va être utilisée, mal utilisée, et qu'il va falloir protéger, puisque c'est ça le but ultime. Alors derrière, si on regarde, je me suis posé la question, et donc j'ai cherché ce que j'ai appelé les 12 salopards de la transformation numérique. C'est en gros les différents concepts ou problèmes, complications qu'on peut voir arriver avec la transformation numérique. Je vais rapidement en parler de tout ce que vous avez là à l'écran, et je ferai un petit zoom ensuite sur quelques-uns spécifiques. Bon, le chaos du cloud, on va en parler juste après, mais voilà, le problème c'est que voilà, c'est pas le cloud, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les incendies numériques, donc digital wildfire, bah, c'est le fait qu'aujourd'hui on est tellement hyper connecté que ce soit de l'information ou même de la désinformation, bien sûr, ou encore des logiciels malveillants. On a vu un retour sous une certaine forme de type de verre ces derniers temps. Cette propagation est extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Ce manque d'harmonie qu'on va voir aujourd'hui aussi dans pas mal d'entreprises, c'est lié au fait qu'il y a énormément de choses à gérer et que c'est difficile d'avoir une orchestration, et on va parler beaucoup de ça un peu plus tard, une orchestration qui fonctionne. L'IoT qu'on va avoir du mal à contrôler, on parle des nuées d'IoT. À l'occasion, peut-être un jour, je pourrais vous présenter beaucoup plus en détail ces différents éléments. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on peut faire à partir de ces objets connectés, sans parler par exemple des botnets comme Mirai qu'on a vu et qui est assez emblématique, mais il y a autre chose derrière. Le bad data, parce que on parle beaucoup de big data et j'ai l'impression que parfois big data et bad data, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de données que c'est une bonne chose et que c'est utile. Donc là, il y a des choses à creuser. Vulnérable by défaut, ce n'est pas vulnérabilité par défaut, c'est le fait qu'un certain nombre d'outils, d'objets ou d'individus, pas moi évidemment, pas vous non plus, mais d'autres, sont vulnérables par définition. Data spillage, c'est ce qu'on appelle le ruissellement de données. C'est-à-dire que ce n'est pas la grosse fuite de données que tout le monde va repérer et qui va finir à la une des journaux. C'est vraiment le fait que c'est des données qui vont fuir doucement, mais sûrement au bout d'un certain temps, parce qu'il y a tellement de connexions à droite à gauche dans l'écosystème qu'en fait, on perd le contrôle et c'est des petites doses d'informations qu'on va perdre, mais finalement, c'est des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Dark AI, ben c'est là où on repose de plus en plus sur tout ce qui est j'ai du mal à dire intelligence artificielle personnellement, mais en tout cas, voilà, une intelligence artificielle qui serait malveillante. On sait aussi, on a un gros manque de talent, de compétences dans le monde de la cybersécurité, ça continue. Il y a peu de chances que ça s'arrête, en tout cas sur les quelques années qui viennent. Il y a énormément d'initiatives qui sont en train de travailler pour combler ce vide et on va y arriver enfin, j'espère. Ce que j'appelle la compliance molle. Alors, la compliance molle, c'est le fait que ben voilà, on doit être conforme à énormément d'éléments, que ce soit des politiques de sécurité, des standards, des lois, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, c'est pas forcément très évident de dire si on est conforme ou pas. Typiquement, GDPR, on ne sait pas si on est conforme ou pas. On est présumé conforme. La notion de conformité n'existe pas. Donc, cette compliance molle pose tout un tas de problèmes. Maintenant, sur la suite, sur la notion de tools overflow, ou en gros de surplus d'offres et de choix, j'ai regardé le Cyberscape, qui est vraiment un outil assez intéressant, le dernier 2020. Donc, vous le voyez derrière, il y a un nombre d'entreprises aujourd'hui qui travaillent dans le monde de la sécurité qui est assez lunaire. Ça, c'était l'IDC, le Futurescape IDC de 2019. Il disait, à l'époque, il y avait 1400 compagnies, je pense qu'il y en a plus maintenant, mais que la prévision d'IDC, c'est que d'ici 2023, il y en a 40% qui allaient disparaître ou être achetés, etc. etc. Donc,
ce surplus d'offres, c'est un surplus de choix aussi, et donc c'est potentiellement des erreurs qu'on pourrait commettre avec des entreprises qui n'existeront plus à court ou moyen terme. Le chaos du cloud, j'en parle depuis un petit moment, c'est le constat qu'en fait on parle du cloud, mais c'est jamais le cloud. C'est toujours les clouds. Et la question, quand on pose la question posez la question autour de vous, combien de clouds au pluriel? Et là, c'est là que ça devient compliqué. D'autant qu'à ça, on rajoute le fait qu'on va être hybride, bien sûr. La gestion du multi-cloud, c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup. Le shadow IT, etc. La notion d'écosystème global, puisque maintenant, il est extrêmement difficile de savoir à qui on est connecté, etc. Et quels sont les outils que vont utiliser vos différents éléments de votre chaîne de valeur. Donc ça, c'est une vraie problématique, de manière générique au niveau du cloud. Mais si on regarde plus précisément dans la problématique de la sécurité dans le cloud, on arrive à des choses intéressantes aussi. Puisque du coup, on va avoir une interconnexion de providers qui va être, qui peut être utile, intéressante, mais risquée, parce qu'à partir du moment où il y a un petit pépin, le souci, c'est de savoir taper à la bonne porte et de savoir qui on doit appeler parce que le bazar ne fonctionne plus. Dans la mesure où il n'y a pas de SLA global, évidemment. On n'a pas ou difficilement des panneaux de contrôle unifiés sur tout ce qu'on fait. Alors évidemment, les problématiques de redondance et de haute disponibilité, de compatibilité entre les vendeurs, etc. Donc cette problématique de chaos du cloud, à mon sens, elle est très présente et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui pour qui c'est un quotidien quelque part. Et le dernier, parce que là, on va commencer à parler de Zero Trust dans le détail, en fait, c'est la notion de dissolution des périmètres. En fait, les premiers à avoir parlé de Zero Trust sans appeler ça Zero Trust, c'était le Jericho Forum. Le Jericho Forum qui était, vous voyez, dans les années 2004, 2005 jusqu'à 2007, qui était un think tank. Là, c'est illisible, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, mais vous trouverez très facilement les commandements du Jericho Forum, donc, ont été publiés, ça c'est la dernière version, 2007, mais dès 2004-2005, ils avaient commencé à imaginer un monde dans lequel il n'y aurait plus de barrières, au sens plus de pare-feu. Alors, il faut se remettre dans le contexte. On est en 2004-2005, on ne parle pas encore du cloud. Je vous rappelle qu'on a commencé à en parler vraiment en 2008, des débuts 2009. Donc, les gens qui étaient dans ce think tank, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Tiens, un jour, il n'y aura peut-être plus besoin de firewall, les informations seront un peu partout, tout le monde sera connecté, etc. Il faut reconnaître qu'il y avait une vraie vision et qu'ils étaient très en avance. Alors, aujourd'hui, on parle de Zero Trust qui a été repris par Forrester à juste titre. Alors, c'est peut-être un peu différent si on veut, mais enfin, ça s'inspire quand même très, très profondément de ce que vous avez là. Ce qu'on a autour du Jericho Forum, c'est très orienté réseau, évidemment, mais il faut voir que ça date un petit peu, que ça vient de cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est dans ce que moi, j'ai tendance à appeler le cyberfog, le cyberbrouillard. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il est extrêmement difficile d'avoir une vision on va dire, aussi clair que possible de tous ces systèmes d'information qui est interconnecté avec toi, les services, etc., etc., etc. Et quand on est dans un brouillard pareil, eh bien, je pense qu'on a tous le même réflexe, notamment pour ceux qui sont pilotes, par exemple. On va dire, on vole aux instruments. Puisqu'on n'a plus de visibilité par notre outil naturel, il va falloir qu'on se repose sur autre chose. Le vol aux instruments, ça, vous avez tous fait des atterrissages, j'imagine, en plein brouillard, où c'est l'Airbus qui se pose tout seul, en dialoguant avec la piste, et c'est des choses qui, j'imagine, vont encore évoluer. Il y a un élément intéressant sur cet aspect-là. Évidemment, c'est ce qui va nous donner la visibilité. C'est une visibilité alors qu'on ne voit pas techniquement. Et je voudrais juste faire un petit parallèle qui me semble intéressant, parce que la visibilité, c'est intéressant, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Une petite histoire courte là-dessus. Ce que vous voyez sur l'écran, j'espère que le GIF animé passe pas trop mal
J'ai un écran de contrôle là et je pense que ça se passe bien. Le fonctionnement d'un radar conique, vous voyez, c'est le machin qui tourne là. Et en fait, dès qu'il va y avoir un écho-radar, ça va faire un bip sur l'écran. Et voilà ce que ça donne. Bon, ça, c'est comme ça que ça a commencé maintenant. Évidemment, c'est un peu plus sophistiqué. Mais il y a une histoire qui est intéressante par rapport à ça, parce que c'est un jour un opérateur radar qui voit cette image s'afficher. Et donc, si on part de la gauche, vous voyez un bip qui est très important. Là, il se trouve que ce sont des montagnes. OK, bon, voilà, c'est la situation géographique qui fait que le radar conique bute sur des montagnes. Et là, on voit à gauche des grosses marques sur radar. Ce que vous voyez, le petit trait qui est sur la partie gauche de l'écran, c'est un avion. Donc là, OK, vous voyez comme ce qui s'affiche à gauche sur le radar conique, c'est un avion. Et ce que voit l'opérateur ce jour-là, il voit les deux gros traits qui sont au bout à droite de l'écran. Et là, il dit, oh là, tiens, c'est bizarre. Il appelle son chef et il lui dit, chef, il y a un truc bizarre sur le radar. On dirait qu'il y a une montagne qui arrive. Le chef dit, ouais, laisse tomber, il y a un problème technique. C'est pas possible qu'on ait un machin qui arrive comme ça. Il doit y avoir un petit souci. Donc, on ne s'en occupe pas. Il se trouve que cette image radar, c'est l'image radar du radar conique qui était à Opana Point le 7 décembre 1941 à 7h02. Autrement dit, la montagne, ce n'est pas la montagne, c'est des centaines d'avions japonais qui arrivent. Donc j'aime bien cette histoire parce que c'est bien d'avoir la visibilité, même avec des outils performants, mais si derrière on n'a pas l'analytique nécessaire pour permettre de savoir ce qu'on voit ou de comprendre ce qu'on voit, eh bien, il peut y avoir des soucis. Derrière, si on continue sur la notion de brouillard, vous avez peut-être vu, certains d'entre vous, des films de pirates, alors pas de hackers, hein, de pirates, les vrais de vrais, avec des crochets et tout et tout. Et souvent, pour échapper aux pirates, ce que font les navires qui sont poursuivis, eh bien, ils vont tenter de s'évader, de se cacher dans le brouillard, ou ce qu'on pourrait appeler aussi les nuages noirs. Eh bien, c'est exactement cette notion de black cloud, l'idée qu'on va faire mûrir avec la notion de zero trust, c'est-à-dire qu'on est dans le cloud, mais on est dans un cloud qui est sombre. Autrement dit, on n'y voit pas grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, pour un attaquant, ça peut être beaucoup plus facile. Et la notion de black cloud, d'ailleurs, c'est parfois synonyme, vous pourrez le retrouver dans la littérature, c'est parfois synonyme de SDP, donc de Software Defined Perimeter. On parle de black cloud pour des produits qui proposent du SDP. Parce qu'évidemment, toujours la même problématique en termes de produits, on a le choix. C'est-à-dire que les problématiques qu'on rencontre, c'est toujours la même chose, protection, sécurité, conformité, gouvernance. Mais aujourd'hui, les outils disponibles sont pléthoriques. Alors, ils fonctionnent ou ils ne fonctionnent pas, ce n'est pas la question. Hein. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir besoin, par rapport à sa stratégie, d'utiliser telle ou telle technologie. Mais la problématique que je vois par rapport à ça, elle est plus basique. C'est ce que j'appelle, moi, la parabole de la tarte aux fraises. Si je vous demande à chacun d'entre vous de me faire une tarte aux fraises, parce que je viens dîner chez vous dans 2 jours, vous allez acheter des très bonnes fraises, vous allez acheter le meilleur beurre, vous allez acheter tous les produits qui vont bien, vous allez trouver une belle recette sur Internet, vous allez essayer 2-3 fois, vous allez faire un truc pourri, et puis au bout d'un moment, vous allez faire une très bonne tarte aux fraises, et là, quand je viendrai, on va avoir une très bonne tarte aux fraises. Sauf que l'histoire, c'est que faire une tarte aux fraises pour 4 personnes, vous voyez, même en tâtonnant, on y arrive assez vite. La problématique aujourd'hui, c'est dans les grandes entreprises et même dans les petites, c'est rarement de faire de la sécurité pour 4 personnes. C'est de mettre en place une sécurité qui fonctionne pour des centaines, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Et là, on tombe sur des problématiques qui sont totalement différentes. La question, ce n'est pas tellement de savoir si la fraise est bonne. La question, c'est de savoir où vont arriver les camions de fraises. C'est qu'est-ce que je vais faire des kilos de queue de fraises, etc., etc. Donc, on rentre dans des problématiques où la qualité, finalement, du produit est importante, mais la problématique derrière de mise en œuvre de la recette
va poser des problèmes différents. Et surtout, si, dans le cas où aujourd'hui, on peut imaginer qu'un certain niveau d'intelligence artificielle, à nouveau, je n'aime pas le terme, devrait prendre le relais. Ça, c'est pour démontrer la problématique qu'on a aujourd'hui autour de l'automatisation et de l'orchestration. Il y a tellement de choses à gérer en termes de sécurité, il y a tellement de choses à observer, il y a tellement de choses à faire, que si on ne va pas vers cette automatisation, vers cette orchestration, et ça fait déjà quand même un petit moment qu'on parle des fameux SOAR, etc., etc., mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut regarder ça de très très près parce que ça va être vraiment compliqué. Sinon, tout ça pour dire que selon le Forrester, qui est aujourd'hui quelque part le porte-drapeau finalement du Zero Trust, le Zero Trust, il faut bien comprendre que moi je le présente plus comme une philosophie en fin de compte. Donc, vous voyez, d'après le Forrester, c'est une initiative stratégique combinée à un cadre ciblé permettant aux décideurs responsables de sécurité d'avancer vers des implémentations pragmatiques. Donc là, on n'est pas dans la norme, on n'est pas dans le standard, on n'est pas dans ce qui est extrêmement détaillé, on est dans la philosophie. La philosophie qui consiste à dire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce qu'on veut avant tout, c'est protéger les données, quel que soit le type de données. Et aujourd'hui, si on se pose la question, mais qu'est-ce qui accède aux données? Pour faire simple, il y a les gens, vous et moi, il y a les bidules, que ce soit avec ou sans clavier, il y a globalement des réseaux, et puis il y a tout ce qui est workload, à savoir les traitements. Donc l'idée, c'est de dire comment on va être capable de traiter ces quatre bulles qui accèdent à mes données. Et il faut avoir visibilité et analytique, et il faut avoir automatisation et orchestration. Ça, c'est le logo, c'est plus que le logo, c'est précisément le fonctionnement, c'est comment Forrester décrit le Zero Trust. Donc, on va trouver les moyens pour faire en sorte de gérer les traitements, les utilisateurs, les devices et les réseaux, pour savoir comment ils vont accéder à la donnée, comment on est capable d'avoir le bon niveau de visibilité et d'analytique, et comment on est capable d'avoir le bon niveau d'automatisation et d'orchestration, et tout ça dans le même ensemble. Donc, derrière les concepts clés, ça va être, comme on disait tout à l'heure, qu'il faut s'assurer que tout est accessible, quel que soit l'emplacement, parce que forcément, maintenant, ça peut être très varié. On va passer dans une stratégie de privilège minimum, parce qu'on a un peu fait l'inverse, en tout cas depuis un certain nombre d'années. Donc là, la notion de droit d'en connaître va être quelque chose qui va être assez fondamental. On en parle beaucoup dans tous les ISO ceci, les ISO cela, quand on parle beaucoup du droit d'en connaître. Est-ce que réellement on l'applique? C'est une vraie question. Et puis là aussi, surtout, ce que demande le Zero Trust, c'est qu'il faut inspecter et enregistrer tout le trafic. Ah, là, ça pique un peu quand même. Alors, si on regarde un petit peu plus dans le détail, au niveau de la data, la problématique, c'est que vous voyez à l'écran, je ne vais pas forcément tout lire, gérer de manière sécurisée les données de l'entreprise, etc., et qu'elles soient chiffrées. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'approche Zero Trust par rapport à la data? Il y a 3 éléments principaux. La visibilité. J'entends par là la visibilité de données sur tous les canaux et les référentiels. Donc SaaS, IaaS, réseau, data center, tous les terminaux. Il ne faut pas oublier ça parce que voilà, tous les terminaux avec ou sans clavier et les terminaux qu'on aura demain ou après-demain. En termes de chiffrement, ça va être la protection avec chiffrement, mais classification, intégration du chiffrement avec les différents points de contrôle de la communication, c'est-à-dire les terminaux, la messagerie, le cloud et le web. Donc il faut aller plus loin dans la notion de chiffrement. On peut le faire éventuellement aujourd'hui. Le troisième point, c'est la notion de périmètre. Donc, il faut conserver la visibilité en construisant un périmètre autour des données qui va s'appuyer, bien entendu, sur l'identité de l'utilisateur, mais sur son comportement. Ça, on va en parler un petit peu plus loin. Donc, la notion d'utilisateur, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut avoir des informations sur son comportement. Je vais revenir là-dessus juste après. Les réseaux, voilà, les réseaux, il faut
imposer un accès limité aux ressources. Et là, typiquement, on va travailler sur des notions comme accès, donc des contrôles d'accès basés sur le droit d'en connect, je viens d'en parler, et, et des périmètres, donc de la micro-périmétrisation qui va être définie par logiciel. Donc, typiquement, on est dans SDP, Software Defined Perimeter. Au niveau de la segmentation, voilà, il faut qu'on segmente les réseaux, isolation des ressources, et limiter les contrôles d'accès au niveau du réseau. Typiquement, il y a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui sont proposés par maintenant de plus en plus de vendeurs qui permettent finalement d'ouvrir l'accès utilisateur uniquement en couche 7, en couche OSI couche 7. Donc, on va avoir accès à la couche applicative et on ne va rien voir de ce qu'il y a en dessous. Donc ça, typiquement, pour réduire la surface d'attaque, c'est assez critique parce que si on accède que à la couche 7, donc on n'a pas la partie réseau, blablabla, on limite intrinsèquement la surface d'accès. Le déchiffrement, alors je disais chiffrement, maintenant je dis déchiffrement parce qu'il y a beaucoup de flux, les flux sont de plus en plus chiffrés et ça veut dire que du coup vous avez des angles morts dans votre réseau et ça c'est quelque chose qu'il faut traiter parce qu'il y a probablement des endroits on veut absolument savoir ce qui se passe, donc il faut avoir des capacités de déchiffrement d'une certaine partie du trafic quand c'est nécessaire. Sur la partie workload, donc là, tout ce qu'on a fait localement, évidemment, pour la sécurité des applications et des ressources, ça doit être poussé sur les workloads dans le cloud, notamment dans les clouds publics. Bon, ça, ce n'est pas nouveau. Je pense que le fait de pousser un workload dans le cloud, ça a permis aussi de se reposer la question sur le niveau de sécurité et potentiellement d'avoir des niveaux de sécurité meilleurs chez un hébergeur de cloud qu'on aurait pu l'avoir en interne, ce qui peut être le cas notamment pour des petites et moyennes entreprises, mais pas forcément. Hein. On peut avoir des noms de grandes entreprises où ça ne s'est pas très bien passé. Là, ici, on va parler de centralisation, mais de centralisation de la stratégie. C'est-à-dire que la sécurité, la visibilité, la conformité, voilà, si vous avez 3 stratégies différentes sur vos 3 hébergeurs, les 3 hébergeurs ou les 3 cloud providers que vous utilisez, ça ne va pas être simple. Donc, il faut absolument faire converger et avoir une vraie cohérence entre les stratégies qu'on va avoir sur les différents offreurs. Il faut contrôler l'accès aux applications sensibles, aux workloads plus sensibles et aux conteneurs, ainsi que d'ailleurs la communication entre eux, parce que il y a des faiblesses au niveau de la communication entre conteneurs, quelles que soient les plateformes. Hein, il faut s'intéresser à ce niveau de communication également. Ce n'est pas forcément très simple, mais il y a des moyens de le faire. Et certains ont déjà pas mal travaillé là-dessus, on va en parler tout à l'heure. Sur la partie protection au niveau des workloads, c'est aussi un grand classique. Là, c'est la protection contre les programmes malveillants, c'est-à-dire évaluation de la vulnérabilité, contrôle de conformité, contrôle de protection des données. Ça, c'est un grand classique. On avait l'habitude, entre guillemets, de le faire en local. Il faut qu'on continue à le faire lorsque c'est dans le cloud. Au niveau des devices, donc la stratégie Zero Trust doit forcément prendre, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les terminaux. Et pas forcément s'arrêter au PC ou au Mac, etc. On est de plus en plus là, typiquement, évidemment, maintenant sur des outils qui ne sont pas forcément les outils de l'entreprise, notamment avec le télétravail. Bon, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau, mais on réaffirme, Zero Trust nous permet de réaffirmer ces problématiques-là avec la notion de protection des terminaux contre les menaces avancées. Donc là, tout ce qui est EDR, ENCO, voilà, c'est un grand classique et je pense que c'est un des éléments importants de cette philosophie Zero Trust, c'est qu'on n'est pas en train de réinventer des nouvelles technologies. On va petit à petit pouvoir faire évoluer son infrastructure dans une philosophie Zero Trust de manière progressive en utilisant finalement des technologies qu'on a déjà en place
en modifiant probablement un certain nombre de paramétrages, peut-être les architectures. Aujourd'hui, on peut dire que s'il y a une technologie qui peut être quelque part en danger à partir du moment où le zéro trust se met en place de plus en plus, c'est le VPN. Ça, c'est clair pour tout le monde. À terme, le VPN, forcément, là, du coup, cette notion d'extension du réseau, ça n'a plus de sens puisqu'il n'y a plus de réseau interne, entre guillemets. Et aujourd'hui, il y a le coût à l'année de l'utilisation d'un VPN pour des entreprises qui sont pas mal décentralisées ou qui ont des employés qui sont très mobiles, le coût est quelque chose de très important. J'ai déjà entendu cette problématique-là en disant est-ce que Zero Trust, ça va me permettre de réduire mes coûts en termes de VPN? Et la réponse est très probablement oui. L'intégrité, là aussi, c'est quelque chose d'important. C'est qu'il va falloir vérifier l'intégrité des appareils, mais de manière permanente. D'où la notion de comportemental. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un appareil, un device était sain il y a 1 heure qu'il l'est maintenant. Donc ça veut dire qu'il va falloir ajouter cette notion de comportement, à la fois de l'utilisateur, mais aussi du device, pour aller plus loin en termes de confiance. Parce que typiquement, un device qui est sain, mais dont on a la trace que ça fait au moins 10 ou 15 fois qu'il essaie de se connecter sur un système, avec des erreurs, normalement, ça doit faire baisser le niveau de confiance de ce device et de faire en sorte que il va passer, par exemple, par une triple authentification, si besoin, en admettant que la double authentification soit déjà là. Un petit peu la même chose finalement pour les utilisateurs, parce qu'il faut les authentifier en permanence. Ils doivent être continuellement authentifiés, parce que, on le sait très bien, c'est de là que va venir le risque. Donc l'objectif, c'est le contrôle d'accès. Un contrôle d'accès, donc le multifacteur, enfin à 2 facteurs, ça c'est au moins le minimum vital, on va dire. Et derrière, avoir l'outillage nécessaire pour être capable de gérer cet accès contextuel. C'est-à-dire, je me connecte depuis une machine qu'on a déjà vue fréquemment, je me connecte depuis une IP qu'on a déjà vue fréquemment, ou bien je me connecte depuis une machine qu'on n'a jamais vue et une IP qu'on n'a jamais vue. Donc là, est-ce qu'on ne doit pas justement attribuer, par exemple, comme ça existe sur certains outils, des scores à l'utilisateur? On voit ça notamment dans ce qui est Shadow IT, par exemple, en disant hop, là c'est un peu bizarre, le comportement est assez étrange, on va limiter le niveau d'accès. Et pas oublier le mail, parce que ça évidemment, le mail et tous les moyens de communication, parce qu'on pense tous à la messagerie électronique, mais évidemment, il y a tout ce qui est maintenant les différents chats, les différents systèmes de communication qui ont fleuri notamment ces dernières semaines. Et pour terminer, sur la problématique d'analytique, visibilité, orchestration et automatisation, c'est la capacité de capturer et d'analyser le trafic et de rechercher les menaces, les activités malveillantes. Ça, c'est important, si ce n'est essentiel. Il y a des outils aujourd'hui qui proposent des actions automatisées là-dessus. Alors, on parlait des SOR tout à l'heure. Il y a maintenant la capacité de le faire. Et là, on va dire que les mots-clés, ça va être le comportemental. Donc, intégrer en gros l'analyse du comportement des utilisateurs à l'ensemble des produits de protection des données et des menaces, et de faire bouger leur niveau de confiance intrinsèque par rapport à ce qu'on constate de leur activité. J'ai travaillé avec un outil qui par exemple, peut considérer les téléchargements qui sont faits par un utilisateur le week-end. Ça, c'est un comportement qui est potentiellement un comportement à risque au niveau du device. On pourrait en parler longtemps. Et puis derrière, la corrélation, bien entendu, parce que beaucoup d'informations, c'est bien, et c'est là où il y a la frontière entre le big data et le bad data. C'est bien d'avoir beaucoup d'informations, mais il faut avoir de l'information qui soit utile
pour l'analyse de ce qui se passe sur les infrastructures et évidemment la réponse à incident quand malheureusement ça s'avère nécessaire. L'automatisation, voilà, c'est utiliser ce qui existe. Il existe de plus en plus de technologies qui permettent d'automatiser entre différents outils de différentes marques, parce qu'on a bien vu tout à l'heure, il y a un tel panel d'outils disponibles qui va être vraiment à un moment donné important d'automatiser les différentes actions, notamment par exemple de pouvoir automatiser de la réponse à incident. Alors, pas forcément de A à Z, mais au moins les premiers éléments de réponse à incident, ça va permettre, si on est capable d'optimiser, je peux boire un petit peu, je m'excuse, si on est capable d'automatiser et d'optimiser, ça va renforcer de base la posture de sécurité globale, et puis ça va réduire les erreurs humaines. C'est pareil, j'ai vu des logiciels qui quelque part, remplace, c'est difficile à dire, mais presque, remplace presque des opérateurs de premier niveau dans les SOC. Parce qu'on a été capable d'analyser ce que fait un analyste de premier niveau dans un SOC. Et comme c'est du premier niveau, finalement, bon, ce n'est pas si compliqué que ça a été modélisé. Et il y a des outils qui permettent de faire ce genre de choses pour les gens qui ont des SOC, évidemment. Alors, si vous cherchez des informations, je vous conseille, il y a beaucoup de choses, évidemment, qui sont proposées par la Cloud Security Alliance, donc CSA, le Software Defined Perimeter, infrastructure as a service, on va le regarder juste après, il y a des éléments intéressants dedans. Le guide d'architecture, ils viennent de sortir, enfin, il n'y a pas très longtemps, voilà, SDP et Zero Trust, pour voir un petit peu la notion de mapping entre les deux. Et sachez que le NIST travaille également, vous voyez, sur une architecture Zero Trust. Donc là, il y a une deuxième édition du draft qui est en train de tourner. Donc, si vous voulez contribuer, j'imagine que vous serez les bienvenus. Mais il y a énormément de littérature sur le sujet. Très vite, parce que sinon, on va y passer trop de temps. Et vous voyez, ça, c'est un des éléments qu'on trouve dans le document CSA. Où là, il parle aussi de ce document qui liste les menaces les plus importantes qui pèsent sur les systèmes d'information dans le cloud, évidemment. Et je vais prendre un exemple, par exemple, sur tout ce qui est système et vulnérabilité d'applications. Donc, évidemment, SDP réduit de manière significative la surface d'attaque, mais il y a un risque résiduel. Et ça, c'est toujours intéressant, critique en tout cas, d'identifier et d'analyser le risque résiduel. Là, en l'occurrence, c'est que si on a fait ce qu'il fallait, a priori, il n'y a que les utilisateurs avec le droit d'en connaître qui accèdent aux informations. La problématique, c'est que l'utilisateur avec le droit d'en connaître, il est peut-être malveillant, il va peut-être faire une boulette ou ce genre de choses. Donc, à chaque fois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça met l'emphase sur la notion de risque résiduel et de voir quel est l'impact qu'on va avoir au niveau du Software Defined Perimeter. Vous voyez, typiquement, là, c'est pareil sur tout ce qui est data loss. Donc, forcément, on va réduire énormément si on applique la notion de privilège minimum sur les différents utilisateurs et les différents accès. Mais voilà, ça ne va rien faire dans le cas d'un utilisateur qui a les droits. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, pour essayer de synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu, c'est que quand moi, je suis tellement vieux qu'on n'en parle plus, quand moi j'ai commencé à travailler dans l'informatique, au siècle dernier, vous imaginez, c'est terrible, tout était à l'intérieur. D'accord. Donc, les gens, ils travaillaient dans l'entreprise, les devices, les stations de travail, parce que les laptops, c'est venu bien plus tard, elles étaient forcément dans l'entreprise. Il y avait un réseau corporate avec de la ligne louée, ce genre de choses. Et évidemment, tout était en local, sur des gros ordinateurs privés. Là, ce qui se passe, c'est qu'avec cette explosion du cloud, on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a la même chose, mais à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, ce que demandent les utilisateurs, ou ce que demandent les différents, comment dirais-je, patrons de structure au niveau business, de business unit, c'est que n'importe qui, depuis n'importe quel device et depuis n'importe où, puisse accéder à n'importe quel service. Je la fais courte, mais en gros, c'est le genre de choses qu'ils veulent. J'ai eu des cas où on m'a concrètement demandé ça.
Et donc, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y en a une bonne partie qui est dans le cloud et qu'arriver à gérer des workloads qui sont on-prem, d'autres qui ne sont pas, avec des réseaux qui restent des réseaux privés, et puis le roaming, des laptops qui sont entreprises, des trucs qui sont du biode, etc., avec des gens qui sont dans l'entreprise, plus dans l'entreprise, le cauchemar. Et c'est là qu'on a effectivement besoin de ces notions de visibilité puissante, avec de l'analytique puissant, automatisation et orchestration. Alors, là, je vais avancer un petit peu. Bon, vous aurez typiquement au niveau des individus, ce qui va être authentification à double facteur. Pour les devices, ça va être isolement des threads. Au niveau du réseau, l'isolation web, par exemple, c'est quelque chose qui peut donner de très bons résultats. Et au niveau des workloads, eh bien, voilà, c'est l'accès sécurisé au cloud de manière générale. Concrètement, si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous engage à aller voir le Forrester Wave. Donc ça, c'est le dernier, qui date du dernier trimestre 2019. Vous avez une idée de quels sont selon le Forrester, quels sont les vendeurs, on va dire, qui, a priori, jouent mieux la carte du Zero Trust. Mais après, il faut voir que c'est une tendance lourde. C'est-à-dire que si vous allez voir chez Google, on parle de Beyond Corp. Ça fait assez longtemps maintenant que Google est là-dedans. Cette initiative Beyond Corp, en fait, ils l'ont lancée après la fameuse attaque Aurora. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient souffert d'une attaque à l'époque. Et donc, voilà, cette notion de Beyond Corp, elle est en train de… Ça fait un moment qu'elle est en place chez Google. Et ils sont même en train d'aller plus loin maintenant avec un niveau qui s'appelle Beyond Prod. Donc là, c'est d'aller plus loin dans le Zero Trust, c'est-à-dire de s'assurer que même au niveau des API, au niveau des conteneurs, donc on est vraiment au niveau plus proche encore des processus système, que tout se passe bien. Microsoft, IBM, Cisco, Citrix, j'ai pris les gros, hein, parce que tout le monde aujourd'hui en fait. Et c'est ma crainte. C'est ma crainte. C'est qu'aujourd'hui, voilà, il ne faudrait pas que le Zero Trust, ça devienne le bio de la cybersécurité. En ce sens que, voilà, tout est bio, c'est formidable, mais quel bio mais bio, pas vraiment, bio français, bio étranger, bio quoi. Donc ça, c'est un peu le danger. J'imagine enfin, j'imagine pas, d'ailleurs, je le sais, puisqu'il y avait les dernières conférences cybersécurité qui ont été organisées dans le monde, il n'y avait pas un stand qui ne parlait pas de Zero Trust. Donc là, du coup, ça peut devenir un petit peu problématique. Alors, pour vous aider, sachez qu'il y a aussi le Gartner qui est entré dans la boucle avec ce qu'ils appellent SASE, donc Secure Access Service Edge, qui, je ne vais pas en parler, hein, mais qui, selon moi, est le mode d'emploi, finalement. C'est comment aller dans le détail. Donc là, on va vraiment dans le détail, comment mettre en place du Zero Trust. Donc le Zero Trust, ça reste la philosophie. Avec SASE, on va un peu plus loin dans le comment. Comment faire précisément. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un document qui m'a bien intéressé, qui vient de chez Netscope, et qui dit voilà, quelle technologie il faut pour faire du SASE. Et là, à un moment donné, on se dit ah oui, ça fait beaucoup quand même. Et quelque part, ça donne un peu le vertige. Je ne suis pas sûr que ce soit génial pour la confiance. Parce que moi, il y a certains termes où il a fallu que je me reprenne à 2 fois quand même pour essayer de comprendre. Donc voilà ce que ça veut dire. Il y a quand même du travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Zero Trust, voilà, c'est important, c'est une philosophie. Ce n'est pas un standard, c'est pas d'accord. Donc quand on vous dit on est Zero Trust, il faut faire très attention, il faut se poser la question, oui mais précisément. Donc je vous engage à vous documenter un petit peu pour avoir plus d'informations. Maintenant derrière, voilà, savoir à qui vous parlez pour savoir si vous devez faire confiance ou non. Eh bien, je vous remercie. Merci J'étais un beaucoup. petit peu long. Non, Souvent un petit peu long, je suis désolé. Non, c'était très intéressant et passionnant. Donc, merci beaucoup à toi pour cette présentation sur le Zero Trust. Je pense que ça a amené de la connaissance à beaucoup de personnes sur ce sujet qui est, je ne vais pas dire peu connu, mais qui est en tout cas mal connu, selon moi. Du coup, on a eu quelques questions pendant. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions à les poser dans le chat. On a eu quelques questions. Alors, je vais commencer par une question d'Alban qui est
sur le coût de la mise en place d'une approche Zero Trust dans une entreprise. Bah, justement, je pense que c'est un des intérêts parce qu'il n'y a pas une technologie nécessaire pour faire du zéro trust. On va utiliser les technologies existantes, mais on va peut-être les utiliser différemment. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas voilà, il y a pas la techno sans laquelle on ne pourra pas. Après, évidemment, si vous n'avez pas de système de gestion des identités, il va y avoir un petit souci. Mais disons que globalement, voilà, il n'y a pas une technologie nécessaire pour démarrer un process Zero Trust. C'est juste de réfléchir différemment, d'utiliser différemment ces outils avec les fameux Next Gen Firewall. Enfin, ça fait 20 ans qu'on appelle Next Gen, donc je ne sais plus ce que c'est. Moi, c'est Old Gen, je ne sais plus trop. Mais voilà, on va être capable d'utiliser leur fonctionnement. Et si vous regardez ce que font les différents offreurs, Palo Alto est très engagé sur le Zero Trust et c'est très souvent les mêmes outils qui vont être utilisés différemment. Alors peut-être avec des améliorations, j'en sais rien. Mais globalement, c'est plus une démarche qu'une mise en œuvre. Donc le coût global, ça va être d'abord du jus de cerveau et puis ensuite, ça va être et je pense que c'est la beauté de la chose. Ça veut dire que vous pouvez commencer ce que j'appelle en mode nénuphar. C'est-à-dire qu'on va peut-être commencer à mettre en mode zéro trust, si on peut dire, un business process ou un élément du système d'information ou une partie de ce qu'on a dans le cloud. Et on va pouvoir progresser comme ça au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas un big bang, ça c'est certain, ça serait une énorme erreur. Les technologies, je pense qu'on peut assez aisément réutiliser les mêmes, mais différemment. Alors oui, évidemment, si on veut faire de l'automatisation et de l'orchestration, il va falloir avoir les outils et les informations nécessaires. Mais il n'y a pas de… Voilà. C'est normalement des choses qui sont à la portée des entreprises aujourd'hui. D'accord. Et on a une question d'Alain Bouillet sur les providers cloud qui vendent de la sécurité réputée de meilleur niveau que ce qu'on avait on-prem auparavant et qui sont maintenant inclus dans leurs offres. Et la plupart du temps, on se rend compte qu'en fait, on n'y retrouve pas notre compte et qu'il faut ajouter des surcouches supplémentaires comme des CASB et des choses comme ça. Est-ce que la philosophie du Zero Trust, c'est pas synonyme d'une explosion des coûts de la sécurité, et ce qui fera du coup le plus grand bonheur des vendeurs de solutions de sécu? Ça, c'est pas forcément, justement. Je pense que pas forcément, parce que à part un certain nombre de nouvelles technologies qui permettent typiquement, enfin, comme les reverse proxy bastion, où il n'y a rien de très nouveau là-dedans. Mais en fait, le principe, c'est de dire, ben, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on se connecte et après on se log. Là, l'idée, c'est de dire, attendez, non, on va faire l'inverse. D'accord? On va d'abord vous identifier et une fois qu'on vous a identifié, on va vous loguer. Donc, à nouveau, c'est plus des démarches différentes et là, il y a des outils très spécifiques. Maintenant, oui, la problématique du niveau de sécurité des cloud providers, on est plus dans le cyberfog auquel je faisais référence tout à l'heure. Donc là, c'est plus sur la partie visibilité et analytique qu'il faut avoir des outils. Encore faut-il avoir les bonnes données. Et derrière, à nouveau, automatisation et orchestration. Mais je pense que j'ai regardé aussi sur les cloud providers, voilà, on commence à voir apparaître Zero Trust aussi chez eux, beaucoup. Pas, je ne suis pas certain qu'ils savent très bien comment le prendre aujourd'hui, mais il va falloir qu'ils s'adaptent. Parce que le marché, concrètement, va vers ça, et la plupart des vendeurs de sécurité aussi. Donc, je pense que c'est une tendance lourde. Là-dessus, on voit que Google est très impliqué, Microsoft avec un peu de retard, mais également très impliqué. Je pense que voilà, ça va tirer tout le monde, et même s'il y en a qui vont traîner la patte, ils vont finir par y aller. D'accord. Et du coup, on parle des providers. Est-ce que on a besoin de passer tout ce qui est, enfin, est-ce qu'on peut garder un modèle hybride entre le on-prem et du cloud, ou est-ce qu'on a un besoin pour avoir une approche zero trust
de tout migrer, d'être que sur une seule partie? Non, je pense que justement, c'est ça l'intérêt, c'est ça l'intérêt de la chose, hein, on peut faire ça de manière très progressive. Attends, je crois que j'ai eu un tout petit problème d'écran. Oups, pardon. Donc, je pense qu'on peut faire ça, on peut faire ça de manière très progressive. C'est justement l'intérêt. Et il faut pas se, enfin, si, il ne faudrait pas que certains disent, voilà, de zéro trust, il faut y aller, c'est partout et tout de suite. Non. L'idée, c'est d'abord d'intégrer les quelques concepts de base, parce que finalement, ce n'est pas très compliqué, les quelques concepts de base, et derrière, de dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et du coup, on a une dernière question sur est-ce que en gros, la compatibilité du Zero Trust avec les différentes réglementations existantes, est-ce que le Zero Trust, par exemple, c'est une approche qui est, et quand je dis approche, c'est dans sa philosophie, compatible sur le principe avec le RGPD et d'autres réglementations? Est-ce que c'est quelque chose qui facilite la conformité ou est-ce que c'est quelque chose qui est antinomique? C'est quelque chose qui est assez différent. Je veux dire, dans le zéro trust, la notion de conformité, ça va être plus un moyen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est important de savoir si les services, les outils, si les utilisateurs sont conformes, entre guillemets. Mais directement, on est plus là sur un système qui est globalement destiné à réduire la surface d'attaque de manière drastique, dans la mesure où on remet l'utilisateur au centre et que c'est l'utilisateur avec ses droits qu'on a gérés de manière spécifique, c'est-à-dire en passant en mode droit d'en connaître et non pas en mode allez hop, open bar pour tout le monde. Donc, globalement, on peut imaginer que, comme on l'a vu tout à l'heure dans le document du CSA, on peut imaginer que si on est en mode zéro trust, on va limiter les pertes ou les fuites de données parce qu'on aura un contrôle plus ténu sur qui fait quoi, sur quel type de données, puisque c'est un des éléments fondateurs du zéro trust. Alors qu'aujourd'hui, si on demande, quand on demande quelles sont vos données les plus sensibles, où sont-elles et qui y a accès, c'est toujours une question compliquée. Donc l'idée, c'est que je suis convaincu que cette philosophie doit permettre d'aider à répondre où sont mes données, qui y a accès, et donc de détecter une non-conformité par rapport à ça et donc et potentiellement de détecter une attaque. D'accord, c'est clair. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Merci à tous pour vos questions. Afin de rester dans les temps impartis, on va conclure. Donc Laurent, merci pour ta présentation. C'était super intéressant, vraiment. Et puis c'est une approche, enfin, c'est toujours bien illustré, que ce soit sur cette conférence ou sur les autres que tu as faites. C'est toujours très bien illustré et facile à comprendre pour tous. Donc je trouve ça vraiment génial. Merci Euh, beaucoup, merci. il y aura le replay de la conférence qui sera dispo sur YouTube, sur TVAEGE, lundi à 18h. Les prochaines conférences, donc on en a une dernière le 2 juillet. Je vous invite à regarder le site aege.fr. Nous en avons une dernière donc en juillet. Et après, ça reprendra à la rentrée scolaire au mois de septembre, comme je le disais tout à l'heure, donc avec un rythme de 3 conférences par mois, donc 2 en présentiel et une en ligne ou alors filmée et rediffusée. Et un dernier point, étant donné que je sais qu'il y a pas mal de professionnels parmi vous, euh, donc ces conférences sont organisées par le Club Cyber des anciens de l'école de guerre économique. Et nous avons donc autant dans les anciens que dans les nouveaux de super profils qui peuvent être ou qui sont en recherche d'emploi. Donc pour ceux qui auraient des postes à pourvoir, n'hésitez pas à envoyer vos différentes offres, soit vous me les envoyer directement en répondant au mail, à la newsletter ou autre, soit en les envoyant à emploi@aege.fr et on les partagera avec l'intégralité du réseau. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et puis à bientôt en présentiel à la rentrée parce que ça sera un peu plus sympa que les conférences en ligne. Merci beaucoup, excellente soirée à tous.